Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à cette séance aujourd'hui. Nous sommes très heureux de vous accueillir à l'occasion de cette dernière activité du mois de la recherche de la faculté. Ces événements rassembleurs sont des moments importants pour la dissémination des connaissances, l'innovation et la créativité à la faculté. Je remercie donc tous les étudiants qui présentent aujourd'hui leurs travaux de recherche. Notre souhait est évidemment et avant tout de faire progresser la recherche et les collaborations au sein de notre faculté, mais également avec d'autres facultés et d'autres universités. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir des collègues de l'Université Laval. Et merci d'être avec nous. Je demanderai aux présentateurs de bien vouloir respecter le temps qui leur est alloué de 10 minutes pour leur présentation. Nous avons également prévu une période de questions de 5 minutes à la fin de chaque présentation et vous pourrez écrire vos questions dans le chat. Donc, sans plus tarder, la première présentatrice est Mademoiselle Sophia Lapace, qui est étudiante au DMD à l'Université Laval avec le docteur Abdelhabib Semlali. Le titre de sa présentation est « La rapamycine inhibe la progression du cancer de la bouche en régulant la prolifération, l'apoptose, l'autophagie et le stress oxydatif via les voies de signalisation MAPK, Wnt, bêta-caténine et NF-kB. » La parole est à toi. Donc, je vais juste partager mon écran. Okay. Donc, bonjour, je m'appelle Sophia Lapace et je vais vous présenter le projet de recherche que j'ai fait sous la supervision du docteur Semlali qui s'intitule « La rapamycine inhibe la progression du cancer de la bouche en régulant la prolifération, l'apoptose, l'autophagie et le stress oxydatif via les voies de signalisation MAP kinase, bêta-caténine et NF-kB. » Donc, le cancer de la bouche est la 6e maladie maligne mondiale et peut être causé par des facteurs épigénétiques, génétiques ou environnementaux. Le traitement conventionnel est la chirurgie en combinaison à la radiothérapie et la chimiothérapie. Cependant, ce traitement amène plusieurs effets négatifs au niveau des patients, d'où l'urgence de trouver une thérapie alternative qui diminuerait ces effets. Plusieurs recherches ont fait des études au niveau d'une alternative dans les voies de signalisation suractivées dans le cancer et une de ces voies est celle de mTOR. La voie mTOR a récemment été identifiée comme la cible de la rapamycine. La rapamycine est un médicament dérivé d'une bactérie, donc on la connaît pour ses effets immunosuppresseurs et elle est utilisée au niveau des traitements anti-rejet pour les patients qui ont subi des transplantations. Cependant, comme j'ai mentionné, elle a été identifiée comme un inhibiteur de la voie mTOR qui a des rôles au niveau de la prolifération cellulaire et de l'autophagie, ce qui confère à la rapamycine son effet antitumoral. Cet effet a été étudié au niveau de l'étude du cancer du sein et du cancer de l'endomètre. Cependant, aucune recherche n'a été faite au niveau du cancer de la bouche, d'où l'objectif de notre projet d'étudier l'effet bénéfique de la rapamycine contre le cancer de la bouche. Plus spécifiquement, mes objectifs étaient d'étudier in vitro l'effet thérapeutique de la rapamycine sur les cellules gingivales cancéreuses au niveau de la prolifération, l'apoptose, l'autophagie et le stress oxydatif. Ceci a été fait en stimulant les cellules gingivales cancéreuses avec différentes concentrations de rapamycine allant de 0 à 100 micromolaires pour étudier son effet sur la prolifération par MTT, LDH et coloration du noyau, la formation des colonies par cristal violet, la migration par la méthode du scratch, l'apoptose, l'autophagie et le stress oxydatif par cytométrie en flux et les voies de signalisation par électrophorèse sur gel. Donc, pour son effet sur la prolifération, on a comparé l'effet sur les cellules cancéreuses, CA922 en bleu, et les cellules normales, GMS-MK en rouge. Ce qu'on a trouvé par MTT est que la rapamycine inhibe la prolifération de manière dose dépendante pour les cellules cancéreuses. Cependant, il n'y avait aucun effet significatif pour les cellules normales. Avec le MTT, on a pu aussi déterminer que la concentration inhibitrice médiane se trouvait autour de 10 micromolaires. Donc, ces résultats-là ont été confirmés par la coloration du noyau,
pour lesquels on peut voir qu'une augmentation de concentration diminuait le nombre de noyaux pour les cellules cancéreuses. Cependant, il n'y avait aucun effet pour les cellules normales. Inversement à la prolifération, on a étudié l'effet sur la cytotoxicité par LDH. Donc, encore une fois, il y avait une induction de la cytotoxicité de manière dose dépendante pour les cellules cancéreuses, mais aucun effet pour les cellules normales. Ensuite, on s'est intéressé à étudier le mécanisme par lequel la rapamycine inhibe cette prolifération. On a trouvé que celle-ci se faisait par l'induction des inhibiteurs du cycle cellulaire, comme P21, P15 et P27, et inversement par l'inhibition de la cycline D1, qui est un oncogène dans le cycle cellulaire. Ensuite, pour étudier son effet sur la formation des colonies, on a stimulé 2000 cellules dans chaque puits qu'on a laissé pendant 2 semaines. Et ce qu'on voit en A visuellement et en B graphiquement est que la rapamycine inhibe la formation des colonies pour les cellules cancéreuses, qui est la ligne du haut ici et en bleu encore une fois, mais qu'il n'y avait aucun effet pour les cellules normales. La migration, quant à elle, a été déterminée avec la méthode du Scratch. Donc, dans ce cas-ci, on a pris des cellules à 100% confluence et on les a stimulées et on a fait une rayure à travers de celles-ci. Les photos qu'on a prises sont au temps initial et après 24 heures. Ce qu'on peut voir, c'est qu'après 24 heures, les cellules non stimulées avaient complètement migré par-dessus la rayure. Cependant, pour une concentration de 10 micromolaires ou plus, il y avait une inhibition de la migration. Donc, avec nos résultats d'électrophorèse sur gel, on a pu conclure que la rapamycine inhibe la migration des cellules cancéreuses en inhibant les voies de vimentina et eucadérine, qui sont des marqueurs dans la transition épithélio-mésenchymentale. Pour continuer, on sait que dans le cancer, il y a un déséquilibre entre la prolifération et l'apoptose. Donc, on a étudié son effet sur l'apoptose par cytométrie en flux. Les cellules ont été stimulées et marquées par PI et annexine. Et on a pu observer qu'il y a une diminution du pourcentage des cellules vivantes, donc qui est dans la case en bas à gauche, et une augmentation du pourcentage des cellules apoptotiques. Ces résultats ont été confirmés par électrophorèse sur gel qui nous a permis de conclure que la rapamycine induit l'apoptose des cellules cancéreuses en inhibant les voies de caspase 9 et 3 qui sont des voies dans l'apoptose. Ensuite, l'autophagie a également été fait par cytométrie en flux. Cette fois-ci, les cellules ont été marquées par un marqueur d'autophagie et on a pu observer une augmentation du pourcentage des cellules marquées et autophagiques avec une augmentation de la concentration. Et ces résultats ont été confirmés par l'étude de l'expression des gènes par qPCR. On a pu conclure que la rapamycine induit l'autophagie des cellules cancéreuses en induisant LC3 et P62, qui sont des marqueurs de l'autophagie. Ensuite, on voulait étudier le mécanisme par lequel la rapamycine induit la cytotoxicité dans les cellules cancéreuses. L'hypothèse qu'on a supposée était que la rapamycine induisait le stress oxydatif dans les cellules, ce qui amenait une induction de l'apoptose et une inhibition de la prolifération. Par cytométrie en flux, on a étudié son effet sur le stress oxydatif total avec le marqueur Ross, ce qu'on voit en A, et en B, on a étudié l'effet sur le stress oxydatif dans la mitochondrie avec le marqueur mitosox. Donc, on a pu conclure avec ces résultats que la rapamycine induit le stress oxydatif dans les cellules cancéreuses et plus particulièrement au niveau de la mitochondrie. Ensuite, on a également étudié l'effet sur le dommage de l'ADN par cytométrie en flux avec le marqueur histone H2AX et on a pu observer que la rapamycine induit le dommage de l'ADN des cellules cancéreuses. Et finalement, on sait que la rapamycine cible la voie mTOR. Cependant, on était intéressé de voir si cette rapamycine cible d'autres voies qui sont impliquées dans le cancer de la bouche. Donc, avec nos résultats sur électrophorèse sur gel, on a pu voir que la rapamycine inhibe la voie de bêta-caténine, qui est un marqueur dans l'adhésion cellulaire. Elle inhibe NF-kappa-B, qui est un marqueur dans l'inflammation, et elle inhibe ERK1,2 et P38, qui sont des MAP kinases, donc 2 autres voies suractivées dans le cancer. En conclusion, voici le modèle qu'on propose. Donc, ce qu'on propose, c'est que la rapamycine induit des dommages à l'ADN et induit un stress oxydatif qui a pour conséquence
d'induire l'autophagie et l'apoptose tout en inhibant la prolifération, et c'est ce qui conférait son effet antitumoral. On conclut donc que la rapamycine est un agent potentiel pour le traitement du cancer de la bouche. Pour continuer ce projet, on aimerait combiner la rapamycine à la cisplatine, qui est la molécule la plus couramment utilisée dans les traitements de chimiothérapie. Donc, c'est cette molécule-là qui fait les effets négatifs. Le but, ça serait justement de trouver une bonne concentration des deux pour diminuer les effets néfastes. Et deuxièmement, sachant que la rapamycine a un effet anti-inflammatoire et antimicrobien, on aimerait voir si ce serait possible de l'incorporer au niveau des bains de douche, de la dentifrice et des médicaments comme stratégie de prévention. Donc, avant de finir, j'aimerais juste souligner que ce projet va faire l'objet d'un article qu'on va publier bientôt dans le journal qui s'appelle Frontiers in Oncology avec un facteur impact de 7. Et j'aimerais simplement remercier le Dr Simali Irouabia ainsi que leur équipe, les fonds Émile Beaulieu pour avoir subventionné ma recherche, ainsi que l'Université de Montréal pour m'avoir permis de présenter à cette conférence. Donc, merci. Eh bien, Sophia, c'est un très beau travail. Je vais ouvrir pour les questions, OK? Et après, s'il n'y a pas de questions, moi, j'ai une question intéressante que j'aimerais te poser par rapport à tes cellules. Est-ce que vous voyez? OK, est-ce qu'il y a des questions pour Sophia? J'en vois pas dans le chat. Donc, Bon, Sophia, c'est une présentation très claire, qui est très intéressante également pour un problème majeur. Les cancers de la bouche sont très préoccupants et peuvent être très, très dommageables dans certaines circonstances. Moi, j'aimerais revenir à une question générale, OK, qui nous rapproche actuellement. Et je pense que je vais devoir parler avec tes directeurs là-dessus. Il y a dans la bouche, dans la gencive, une population de cellules qui expriment une molécule et cette molécule-là active plusieurs des voies de signalisation que tu retrouves dans les cellules cancéreuses. Actuellement, cette molécule-là est surexprimée dans les cellules cancéreuses également. Mais on parle ici d'une cellule normale, OK? On ne parle pas d'une cellule qui est transformée. Elle est présente autour de la gencive, elle assure le scellement, donc autour de la gencive. Donc, si on traite avec la rapamycine et on fait des traitements, qu'est-ce qui pourrait se passer au scellement autour des dents? Maintenant, les scellements autour des dents ont des problèmes d'inflammation, il y a des bonnes choses qui pourraient se passer. Et il y a un lien avec la même molécule. Ça pourrait être bien. Mais donc, si on fait un traitement avec la rapamycine, est-ce qu'on ne risque pas également d'affecter ces cellules-là normales? Parce que votre test en culture était simplement était avec des cellules normales, mais cette sous-population-là a une molécule assez bizarre, assez intéressante pour moi du moins, OK, mettons, et qui active les mêmes voies de signalisation qu'on retrouve dans les cellules cancéreuses. OK. Oui, c'est intéressant comme question. Il faudrait justement que je regarde avec mon directeur qu'on fasse d'autres recherches. Pour l'instant, les recherches qu'on a faites justement, c'était sur la lignée de CA9-22, qui sont les cellules gingivales cancéreuses. Donc, c'est vraiment où le cancer se retrouve dans la majorité des cas, ça touche ces cellules-là. Puis les cellules normales, c'est la lignée GMS-MK qu'on a eue. Donc, ce serait peut-être intéressant justement de faire d'autres manipulations au niveau des cellules dont vous parlez. Moi, je serais intéressant de savoir si dans la protéine que je parle se retrouve dans les cellules CA. OK? Dans tes cellules cancéreuses. OK? Je serais très, très curieux dans tes CA9. Là. Ça, on va continuer. Comme j'ai mentionné, le but de ces présentations, c'est encourager les interactions et les collaborations. C'est peut-être un bon début de collaboration. C'est une excellente présentation là, à cet effet d'ailleurs. D'autres questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait commenter ou poser des questions à Sophia? Ah, je m'attendais ici à vous voir. Oui.
Oui, bonjour. Merci Bonjour, beaucoup. ça va? Oui, merci beaucoup pour votre question. Juste, je voulais préciser que les études ont été faites sur le CA22. Oui, c'est des cellules cancéreuses. On a étudié des cellules primaires qu'on a isolées avec des biopsies, des cellules normales. Et en plus, c'est la lignée qu'elle a présentée, c'est une lignée normale qui a été. Donc, je suis tout à fait, c'est une très, très bonne remarque. Donc, on pourra discuter après. Ça me fera Oui, je serais très heureux. Je serais oui, très heureux de parler avec vous. ça me fera énormément plaisir et c'est comme vous l'avez mentionné ici, c'est le but de cet échange quand il y a des journées scientifiques ici, de créer cette collaboration et d'échanger. Je suis très, 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 très ouvert à ça et je vous remercie énormément. J'ai une question pour Sophia parce que je vous ai entendu, c'est une étudiante faut pas oublier, c'est une étudiante de première année, elle est rentrée en deuxième année. Oh, Que non, je non. félicite énormément quand il était au passage dans mon laboratoire pendant l'été où il a fait un bon article et je suis là pour la féliciter de son travail, mais le projet a été avancé depuis qu'elle est, et elle est encore, de temps en temps, elle vient là-bas, c'est une étudiante de deuxième année maintenant de la faculté de médecine dentaire, mais Sophia, je voulais, vous avez bien précisé que c'est le stress oxydatif mitochondrial qui est la cause de la cytotoxicité. Est-ce que c'est une corrélation, ce que vous dites, c'est une hypothèse, et c'est une causabilité, parce que est-ce que vous avez des preuves que c'est vraiment ou comment imaginez-vous de prouver que c'était réellement le stress oxydatif mitochondrial qui est la cause de cytotoxicité? Non, c'est ça. En ce moment, c'est encore une hypothèse. On ne peut pas dire vraiment qu'il y a un lien de cause à effet. Donc, c'est vraiment juste une hypothèse pour le moment. J'ai toujours avec toi, c'est que on a peut-être discuté le jour où vous m'avez sorti cette histoire de travailler en flux, en cytométrie de flux sur ROS et Métosox. Est-ce que si vous avez les moyens de refaire l'expérience pour montrer réellement que c'est le stress oxydatif, qu'est-ce que vous me proposez? C'est ce que et le but de cette présentation, aussi dans le cours de méthodologie, on vous a enseigné, c'est la corrélation et la causabilité, c'est deux choses différentes. Donc, qu'est-ce que vous allez me proposer, par exemple, pour montrer que c'est réellement le stress oxydatif? Et c'est des choses que je suis en train de faire. Je ne vous ai pas parlé de ça, mais j'aimerais bien. Oui, dans le fond, pour voir si c'est vraiment le stress oxydatif qui va causer une inhibition de la prolifération, induction de l'apoptose, ce qu'on pourrait faire, c'est justement inhiber le stress oxydatif et restimuler avec rapamycine pour voir s'il y aurait un effet sans le stress oxydatif. Écoute, vous avez des journées maintenant qui sont un peu pas trop chargées pour la deuxième session de votre cours. J'ai commandé l'inhibiteur de stress, effectivement, pour ça. Vous n'allez qu'à passer au laboratoire et le faire. Et avant de sortir avec la conclusion que c'est exactement le stress oxydatif. Donc, comme vous l'avez dit, il faut bloquer avec NAC le stress oxydatif et traiter avec votre rapamycine. Et c'est les choses les travaux qui ont été faits après vous, par exemple, là, ce que fait votre collègue Ikram, où il utilise, est-ce qu'on peut combiner la combinaison, comme vous l'avez dit, de cisplatine avec la rapamycine, où on a montré que la combinaison de rapamycine avec les concentrations permet d'avoir le même effet, mais de réduire, on a la combinaison, il y a une synergie, et par conséquent, on a un espoir comment faire un hybride. Je dois malheureusement intervenir. Le temps file. On a trois autres Merci beaucoup. présentations. Merci beaucoup. Et nous, on se reparle, OK? Ça me fera plaisir. On se reparle. Merci beaucoup, Sophia. C'était une belle présentation. Donc, la prochaine présentation est d'un étudiant de l'Université de Montréal, Rim Abdelli. Non, une étudiante, Rim Abdelli, qui est étudiante au DMD sous la supervision du docteur Alain Moreau. Rim, la parole est à toi.
Donc, merci, Dr. Nonchi. Je vais commencer par partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, oui. Donc, bonjour à tous. Donc, ma présentation va porter sur l'étude des profils de méthylation de l'ADN et leur contribution à la pathogénèse de l'encéphalomyélite myalgique. Donc, mon projet il a été mené au laboratoire Viscogliosi en génétique moléculaire des maladies musculo-squelettiques du CHU Sainte-Justine sous la supervision du Dr Alain Moreau. Donc, voici les points qui vont être abordés lors de ma présentation. Donc, je vais d'abord effectuer un bref survol de la littérature disponible sur l'encéphalomyélite myalgique et expliquer les rudiments de la méthylation de l'ADN. Puis, je vais présenter la méthode expérimentale du projet ainsi que les résultats obtenus. Et finalement, j'aimerais discuter des conclusions de l'étude ainsi que des perspectives de recherche futures. Donc, l'encéphalomyélite myalgique, c'est aussi appelé le syndrome de fatigue chronique et c'est une condition qui est caractérisée par un état de fatigue qui s'étend sur au moins 6 mois chez l'adulte et qui n'est pas soulagé par le repos. Donc, la présentation clinique de l'EM, elle varie d'un patient à un autre, mais on retrouve souvent les symptômes suivants, soit la fatigue profonde, les troubles du sommeil, les douleurs musculaires et ou articulaires, les dysfonctions du système nerveux autonome, l'intolérance orthostatique, et les réactions immunitaires. Donc, même si chaque patient peut avoir une présentation clinique différente, le symptôme qu'on retrouve très souvent, c'est le malaise après l'effort. Donc, au niveau des chiffres, on estime qu'environ 5% de la population mondiale serait atteinte de M et les femmes représentent une majorité des cas, soit 75%. Au Canada, environ 600 000 personnes seraient atteintes de M et c'est une maladie qui malheureusement est très incapacitante. Donc, on estime qu'environ 5% des cas retrouvent leur état de santé d'avant la maladie, 20% rapportent une exacerbation des symptômes, seulement 30% réussissent à revenir au travail et ont souvent un revenu qui est inférieur à 15 000 $. Et finalement, seulement 15% présentent une amélioration des symptômes. Donc, on voit que c'est une maladie qui est vraiment très, très incapacitante. Donc, en fait, très malheureusement, on estime qu'environ 80% des personnes qui sont atteintes de M n'ont pas encore obtenu un diagnostic. Donc, malheureusement, étant donné qu'on ne connaît pas encore l'étiologie de l'EM, on est obligé d'utiliser des guides de diagnostic descriptifs qui proposent un système d'inclusion et d'exclusion de symptômes. Mais étant donné l'hétérogénéité clinique et biochimique de l'EM, il est très, très difficile d'obtenir un diagnostic rapidement. En conséquence, les patients se retrouvent souvent dans une situation d'errance médicale et doivent attendre des années avant d'obtenir un diagnostic final. Étant donné que les patients atteints de M présentent des phénotypes différents et une atteinte multisystémique, une des théories étiologiques qui a été étudiée est celle de la prédisposition génétique combinée à un ou plusieurs facteurs environnementaux déclencheurs, tels qu'un trauma physique ou mental, un débalancement hormonal ou une infection virale. Plus précisément, il y a des études qui ont démontré une modulation de la réponse immunitaire qui est liée au profil épigénétique. Et parmi les différents processus épigénétiques connus et qui peut être facilement étudié, on retrouve la méthylation de l'ADN. Donc, la méthylation de l'ADN, c'est un exemple de mécanisme épigénétique qui permet la régulation de l'expression génique sans modifier la séquence de nucléotides, et ce de deux façons. Donc, soit en recrutant des protéines qui sont impliquées dans la répression de l'expression génique ou en empêchant la fixation des facteurs de transcription. Donc, en fait, pour empêcher la fixation de ces facteurs, il y a un groupement méthyl CH3 qui va s'ajouter sur le 5e carbone de la cytosine d'un site CPG et former la 5-méthylcytosine. Donc, la transcription du gène devient impossible. En fait, j'aimerais tracer un petit parallèle qui, selon moi, permet très facilement d'expliquer la méthylation de l'ADN. Et c'est un parallèle qui m'est venu en lisant un livre justement sur la philosophie de l'ADN, on va dire. Donc, en fait, de la même façon qu'on peut lire les codes de programmation informatique pour trouver un problème dans une programmation, on peut lire l'ADN pour relever quels sont les processus épigénétiques qui causent des mutations problématiques. Donc, l'objectif
de cette étude, essentiellement, c'était d'identifier des profils de méthylation qui sont propres aux patients EM afin de comprendre la pathogénèse de la maladie et de développer un test diagnostique qui serait spécifique, sensible et rapide. Donc, je vais maintenant expliquer les méthodes qui ont été utilisées. Donc, d'abord, il y a 3 cohortes de participants qui ont été formés. La première, elle est constituée de jumeaux homozygotes qui sont concordants ou discordants pour la maladie. La deuxième est faite de familles dont certains membres souffrent de l'EM, mais pas tous. Et la troisième est faite de patients et de témoins qui n'ont pas de lien de parenté. Donc, tout d'abord, la symptomatologie ainsi que l'historique de maladie des patients a été relevé à l'aide de 3 formulaires, soit le SF36, le DSQ ainsi que le MFI, et les échantillons de salive pour effectuer l'extraction de l'ADN ont été récoltés à l'aide du kit Oragen DNA. Donc, l'ADN génomique a été extrait à l'aide du PureLink Genomic DNA Mini Kit et a été quantifié par spectrophotométrie pour s'assurer de la bonne qualité des échantillons. Puis, le méthylome, il a été analysé à l'aide de la Biopuce méthylation array Illumina par Génome Québec. Et les résultats, ils ont été ensuite analysés par un statisticien et on a considéré que les sites étaient différentiellement méthylés si la différence de valeur bêta absolue était supérieure à 0,05 ou en utilisant la méthode de Benjamin Oscherberg. Donc, je vais vous parler un petit peu des résultats qu'on a obtenus. Donc, nous avons obtenu 50 gènes qui étaient considérés comme étant différentiellement méthylés. Et sur ces 50 gènes, nous en avons choisi 13 parce qu'ils ont un lien direct ou indirect avec les symptômes de l'EM selon la littérature que nous avons présentement. Donc, initialement, les résultats, ils ont été obtenus selon cette forme, c'est-à-dire que pour chaque site CPG, nous avions des valeurs de méthylation qui étaient isolées. Et nous avons d'abord effectué une sous-stratification en sous-groupes hyperméthylés et hypométhylés pour chaque site CPG. Et nous avons d'abord fait cela avec les patients de la cohorte 1 parce que les jumeaux homozygotes partagent 98% de leur code génétique, donc ils sont appariés pour plusieurs facteurs. Et finalement, nous avons combiné la stratification des 13 gènes dans un même schéma afin de pouvoir identifier des groupes de patients qui présenteraient des niveaux de méthylation similaires pour plusieurs sites. Donc, par exemple, pour ces patients ici, on voit qu'ils ont le même type de méthylation pour ce premier gène, le deuxième ici, le troisième là et le quatrième ici. Donc, ça nous permet d'établir des clusters qui sont plus caractérisés. Je vais aussi vous discuter des conclusions de notre étude. Donc, malheureusement, la première stratification n'a pas permis d'identifier un gène qui serait différentiellement méthylé uniquement pour les patients ou uniquement pour les témoins. Mais il faut quand même noter les points forts de cette étude si jamais elle venait à être refaite. Donc, tel que je l'ai dit, il était très pertinent d'établir une première stratification en se basant sur la cohorte des jumeaux parce que les jumeaux monozygotes discordants pour l'EM sont appariés pour plusieurs facteurs, étant donné qu'ils partagent 98% de leur code génétique. Également, il est pertinent d'utiliser des échantillons de salive parce que des études ont prouvé que les glandes salivaires sont impliquées dans le système neuro-endocrinien et que la salive contient des cellules myoépithéliales semblables aux cellules des muscles lisses. Donc, les symptômes musculaires et neuronaux de l'EM peuvent être étudiés en utilisant le méthylome de la salive. Donc, il faudrait refaire la stratification en sous-groupes hyper et hypométhylés, mais en utilisant de nouvelles valeurs de cutoff pour établir de nouveaux clusters. En seconde intention, pour ce qui est des perspectives futures, il serait pertinent de vérifier l'expression des gènes d'intérêt par analyse fonctionnelle en réplication de micro-ARN par méthode de qPCR. Il faudrait aussi ensuite établir une arborisation des processus biochimiques liés aux gènes d'intérêt en utilisant le logiciel IPA. Donc, l'objectif, ce serait d'obtenir une arborisation telle que celle-ci pour comprendre les différents mécanismes et les interactions entre les molécules qui sont reliées à la maladie. Et finalement, on pourrait aussi combiner les résultats de méthylation de l'ADN à ceux qui se portent sur les ARN microcirculants, parce qu'environ un an, l'équipe du Dr Moreau a publié un article dans lequel les patients de la cohorte 3 ont été divisés en clusters présentant les mêmes profils de micro-ARN circulants. Donc, si on établit un cluster avec les mêmes micro-ARN et les mêmes gènes différentiellement méthylés, on peut établir des sous-groupes de patients qui sont plus caractérisés
et accélérer le processus de formation d'un test diagnostique. Donc, finalement, j'aimerais prendre le temps de remercier la financière et les fonds Charon pour avoir subventionné ma bourse de recherche. J'aimerais aussi remercier le comité des bourses de recherche pour leur confiance et finalement l'équipe du laboratoire Biscogliosi pour m'avoir accueilli et m'avoir appris beaucoup de choses le temps d'un été. Voilà, merci. Merci beaucoup, Rim, pour une autre excellente et intéressante présentation. Très beau travail. On est ouvert à des questions. Vous avez des questions, allez-y avec le chat ou ouvrez votre caméra qu'on puisse vous voir. Je ne vois pas de questions dans le chat de commencer. Il n'y a pas de questions dans le chat. Aucun des collègues étudiants ne voudrait poser une question. C'est dommage, on n'a pas de 100 $ aujourd'hui à donner comme la dernière fois, Rima, comme tu te souviens. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, j'aimerais à nouveau féliciter Rim. Et comme le temps on court après, on va passer. Il y a des commentaires, par contre, où les gens te félicitent, Rim. Okay? Donc, effectivement, ça mérite des félicitations. On passe tout de suite à la prochaine présentation, qui est celle de Tina Mann, qui est étudiante en orthodontie sous la supervision du docteur El Khatib. Tina? Bonjour. Je ne suis pas à Paris pour vrai, ne vous inquiétez pas. Là, je vais juste partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran ou non? Non, comme c'est là, on ne le voit pas. En 2 minutes. Oh. Bon, là, on le voit, c'est parfait. Okay. Attendez. Bon, je pense que j'ai des problèmes de connexion Internet, je suis désolée. J'essaie de... Donc, c'est mieux ainsi, je crois. Désolée. Donc, voilà. Ici. Donc, bonjour, aujourd'hui, je vous parle de mon projet de recherche qui est les motifs de refus d'une thérapie orthodontique combinée à la chirurgie orthodontique au Québec. C'est une étude qualitative qui a été faite avec Dr. El Khatib et Dr. Esfandiari avec une grande collaboration de Dr. Kontakis. Donc, pour ceux qui ne se connaissent pas, en orthodontie, parfois, on ne peut pas juste aligner les dents pour corriger une malocclusion. Des fois, les mâchoires dans la portion squelettique sont disproportionnées sur un ou plusieurs plans, ce qui fait en sorte que même si j'aligne les dents, ben, elles ne vont pas bien s'articuler ensemble. À ce moment-là, j'ai besoin de l'aide du chirurgien maxillofacial pour repositionner les mâchoires à la bonne place pour me permettre de rétablir cette occlusion. C'est un peu comme Horace, là, c'est l'image. Même si j'aligne ces dents, vous voyez bien que ces mâchoires sont vraiment trop disproportionnées, donc ça ne fonctionnera pas. La problématique. Contrairement aux États-Unis, au Québec, le traitement chirurgical est complètement couvert par la RAMQ, mais il y a quand même des patients qui vont refuser le traitement. Donc, on se demande pourquoi. Des fois, c'est même avant d'avoir reçu toutes les informations pertinentes de la part de l'orthodontiste et du chirurgien. Donc, est-ce que le problème vient du spécialiste ou bien, peu importe les arguments apportés, les patients ne changeront pas d'avis.
Il y a des études qui ont tenté de quantifier ces données-là. Agency, par exemple, qui a fait son étude en Norvège dans un système de santé similaire à celui du Québec, va affirmer qu'il y a 52 des patients, par exemple, vont décliner la chirurgie à cause de ses effets secondaires. Est-ce qu'en réalité, c'est vraiment un patient sur deux qui refuse pour cette raison? On ne sait pas trop comment ce pourcentage-là va s'appliquer. La réflexion du patient, c'est quand même beaucoup plus complexe que ça. Puis malheureusement, les études quantitatives ne peuvent pas toujours prendre en considération cette complexité humaine-là. Et de là, l'intérêt d'une étude qualitative. Là, j'espère que je n'ai pas perdu. J'ai parlé d'une étude qualitative. Rapidement, qu'est-ce que c'est? Bien, une étude qualitative, elle est faite via un entretien avec des participants et elle permet de mieux comprendre les données qui vont être obtenues dans l'ensemble des études parce que les participants ne sont pas limités à une feuille de papier et qui ont vraiment une liberté d'expression. Cette étude-là qui est qualitative doit être considérée plus complémentaire aux études quantitatives, donc éviter de voir la supériorité de l'une par rapport à l'autre. C'est que l'étude qualitative nous pousse plus loin dans l'analyse des résultats puis permet une réflexion qui va être complémentaire, tout ça vraiment dans le but d'adapter et d'améliorer l'approche clinique. Les objectifs. Donc, l'objectif de la recherche était de cibler les motifs principaux de refus d'une thérapie orthodontique combinée à la chirurgie orthodontique lorsqu'elle est un traitement de premier choix. Le matériel et les méthodes. Pour l'étude, elle s'est faite selon le protocole suivant. On a une clinique d'orthodontie à l'IDM où les patients peuvent venir en consultation. Donc, au moment de cette consultation-là, on a établi des critères d'inclusion. On parle de la maturité développementale puis un traitement orthopédique qui était possible chez des patients qui sont âgés de 18 ans et plus, qui comprend évidemment et qui s'expriment en français pour le but de l'entretien, qui sont couverts par le régime d'assurance maladie du Québec et pour qui le traitement idéal doit combiner orthodontie et chirurgie. Et pour que ce soit vraiment clear-cut, si on veut, il faut établir des points de repère et on a des mesures pour ne pas être dans des zones grises. Donc, des béances antérieures ou latérales de plus de 4 mm, des surplombs horizontaux de plus de 6 mm, surplomb horizontal négatif de plus de 3,5 mm, puis des articulés croisés unilatérales ou bilatérales. Pour la taille de l'échantillon, dans une étude qualitative, on ne l'établit pas à l'avance. Dans une étude qualitative, on fait l'entretien avec les patients, puis on arrête la collecte des données seulement quand on atteint la saturation, c'est-à-dire au moment où j'obtiens toujours les mêmes réponses et qu'on pense qu'on ne sera plus capable de trouver de nouvelles données. À ce moment-là, ces informations-là sont tout le temps analysées et réanalysées au fur et à mesure qu'on fait les entretiens. C'est ce qu'on appelle le codage. On finit ensuite par avoir des regroupements majeurs qu'on va appeler des thèmes. Et il y a tout au long aussi du processus un accord intercodeur qui est fait, qui est l'équivalent de la corrélation inter-examinateur. Au niveau des résultats, je vais vous résumer ça très brièvement. On va survoler seulement un thème parce que c'est assez complexe. La saturation, elle a été atteinte et on a recruté 10 participants. Pour les thèmes qui ont été ciblés, on a premièrement les contraintes, les changements d'apparence du visage, la vision facultative du traitement par le patient et les motifs principaux de refus de traitement ortho et chirurgie. C'est vraiment l'inconfort qui est au niveau psychologique et physique. Donc, c'est vraiment sur ça qu'on va se baser pour les prochaines minutes parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, l'inconfort psychologique, d'abord, elle est suscitée par l'idée de la chirurgie orthodontique en général, pas nécessairement un aspect en particulier de la chirurgie. Donc, pas nécessairement les effets secondaires, pas la partie anesthésie générale, c'est vraiment la chirurgie en général. C'est ce qu'il faut nuancer par rapport aux études quantitatives, c'est que sans être le motif de refus principal, c'est par contre toujours une composante de la décision du patient suite à la consultation orthodontique. Je ne vous dis pas que le patient ne va pas changer d'idée plus tard, mais après une consultation avec l'orthodontiste, c'est qu'est-ce qui ressort. Ensuite, moins le patient a eu d'expérience chirurgicale, plus cette crainte va être liée à l'inconnu. Et le patient se fait alors des idées autant dans la procédure en soi que par l'environnement dans lequel la chirurgie va s'exécuter. La méconnaissance de l'anesthésie générale, c'est vraiment un sujet qui inquiète souvent les participants, puis l'exposition à l'expérience des autres va entretenir cette crainte.
le patient est vraiment très influencé par qu'est-ce que les gens vont commenter aussi. Oh. D'ailleurs, aux États-Unis, juste une petite parenthèse, suite à un manque de compréhension et de la peur de l'anesthésie générale, il y a des reports de la part du patient de plus de 25% des chirurgies jugées nécessaires. Donc, c'est quand même pas banal. Aussi, bien, plus le patient a d'expérience chirurgicale auquel il peut y faire référence, plus le patient va parler des effets secondaires. Et ça devient un stress qui est plus physique à ce moment-là. Parmi les citations les plus importantes, je vous en ai fait ressortir quelques-uns, dont une qui dit qu'elle n'a pas beaucoup d'expérience au niveau chirurgical et qu'elle ne connaît rien par rapport à ça. Comme c'est l'inconnu et qu'elle n'est pas familière, elle ne sait pas comment son corps va réagir. Donc, vraiment, au niveau psychologique, elle est plus influencée à ce niveau-là. Pour un autre participant, les gens, quand les gens près de moi ont eu des chirurgies, ce n'était pas facile. Il y avait l'inquiétude par rapport au fait d'être endormi, la rémission qui semblait être douloureuse, puis les conditions qui ne sont pas toujours intéressantes. Et pour avoir accompagné les gens qui se sont fait opérer, c'est lourd, douloureux et difficile. Et une autre participante qui nous parle du fait que, étant donné qu'elle a eu les dents de sagesse enlevées, pour elle, ça a été vraiment un élément traumatisant et elle s'y réfère par rapport à la chirurgie. La discussion. Donc, j'espère que je veux juste vous ouvrir un peu les yeux par rapport aux études qualitatives parce que c'est quand même complexe et ce n'est pas nécessairement connu par tout le monde, mais j'espère que vous avez quand même compris que l'étude qualitative permet de mieux comprendre certains aspects entourant les chiffres des études quantitatives. Entre autres, on pourrait plutôt dire que oui, les effets secondaires sont une réponse fréquente, par exemple, mais probablement plus importante chez les patients qui ont déjà eu des chirurgies par le passé. Ça devient important de vraiment questionner adéquatement le patient pour l'aider à cheminer dans son raisonnement pour qu'il réalise que peut-être la perspective est altérée et qu'il ne fait pas nécessairement un choix éclairé à ce moment-là à cause de cet état de détresse plus ou moins grand qu'il peut ressentir. En tant qu'orthodontiste, on nous forme toujours en nous disant que malgré un refus du patient à une option orthodontique chirurgicale, il faut quand même lui recommander de consulter un chirurgien maxillofacial avant qu'il prenne une décision finale. Puis en effet, ce qui est intéressant, c'est que les patients, malgré un refus, ne sont pas totalement fermés à l'idée d'une consultation, surtout si on les aide à cheminer dans ce sens. J'ai remarqué qu'en faisant les entretiens, quand le patient chemine lui-même dans l'entrevue, il comprend mieux que ses motifs, puis il réalise parfois que ses excuses ne sont pas nécessairement objectives et il fait le constat lui-même qu'une consultation chirurgicale ne ferait pas de mal. Donc, soyez plus spécifique au niveau des questions, pas juste « Ah, mais pourquoi vous refusez la chirurgie ?» Allez plutôt dans un sens où vous allez cibler certains éléments. Donc, avez-vous vécu une mauvaise expérience chirurgicale par le passé? Connaissez-vous quelqu'un qui a subi une chirurgie semblable? Qu'est-ce qui vous dérange par rapport à la chirurgie? Laissez le temps aussi aux patients de s'exprimer. Par rapport aux avenues de recherche, comme les sujets sont énumérés par les patients, on peut les utiliser pour améliorer les questionnaires quantitatifs parce que les problèmes notés par rapport à ces questionnaires-là, c'est que souvent, les choix de réponse, c'est souvent inspiré plus de ce que le chercheur, lui, croit être bon pour son questionnaire, mais ce n'est pas nécessairement des éléments qui sont soulevés par le patient et on a vu avec ce qu'on a recueilli dans notre recherche qu'il y a certaines choses qui, des fois, ne sont pas présentes dans les questionnaires, puis ça pourrait aider à améliorer cette portion-là des études, puis de faire éventuellement des études mixtes où on peut combiner autant quantitatif que qualitatif pour vraiment améliorer cette approche patient, puis mieux comprendre cet aspect orthodontique chirurgical. En conclusion, l'inconfort, c'est vraiment un thème récurrent à intensité variable dans la prise de décision. C'est vraiment modulé par une expérience personnelle et celle d'autrui et vraiment essentiel de couvrir ce sujet en profondeur lors des consultations afin de mieux guider le patient. Parce que même si le patient ne le mentionne pas, c'est vraiment en faisant une discussion qu'on peut mieux comprendre et qui va finir par nous le mentionner. Voilà. Merci. On ne vous entend pas de commencer.
monde. Bon, écoutez, je répète, le temps nous court après. On a par contre le temps pour une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'audience qui voudrait poser une question à Tina? C'est une présentation timée, bien précise. Tina, bravo. Merci, c'est gentil. Normand? Il y a pas de... Est-ce que Normand voulait poser une question? J'ai vu son nom apparaître quelque part. Non, il félicitait juste Tina pour sa présentation. Ah, ok. Donc, ça Oui, mérite c'était juste pour effectivement une félicitations à félicitation. Tina, c'est tout. Merci beaucoup. Elle a eu un bon correcteur aussi, un bon Oui, membre du jury. excellent. Dr. Bach est excellent. Merci. OK. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, puisque le temps est serré, on va passer avec la prochaine, la dernière présentation pour aujourd'hui, qui est celle de Mademoiselle Céline Bougari, qui est étudiante au DMD et qui a fait son stage de recherche dans mon labo. Donc, Céline, la parole est à toi. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Oui. Merci beaucoup, Dr. Manchi. Je vais commencer par partager mon écran. Donc, ici. Vous voyez bien mon PowerPoint? Oui, vous voyez mon PowerPoint? Oui, on le voit. Oui, OK. Oui. Parfait. Donc, alors moi, je vais vous parler aujourd'hui de l'étude qu'on a menée l'été dernier, qui était sur les interactions cellulaires avec des surfaces de titane modifiées à l'échelle nanométrique. Je tiens à remercier d'abord la faculté pour m'avoir supporté pour l'accomplissement de ce stage-là, dans le fond, avec les fonds. Je remercie aussi le Dr. Manchi, Dr. Rimawazen et la Dr. Dainelis Bello pour m'avoir aidé et accompagné tout au long de mon projet. Donc, le plan un peu de la présentation ira comme suit. D'abord, je vais vous introduire un peu au domaine. Ensuite, on va parler des objectifs de l'étude, de l'approche expérimentale, des résultats et des conclusions. Donc, pour commencer, on s'intéresse ici aux modifications physico-chimiques à la surface des biomatériaux, plus précisément à la surface du titane. Dans le fond, ça peut avoir un impact considérable sur l'activité cellulaire. Et donc, ça, c'est important pour l'ostéo-intégration, l'intégration des implants dans l'os, comme on va le voir un peu plus tard. Et donc, on s'intéresse au titane, plus spécifiquement, comme biomatériau, puisque c'est un biomatériau qui est biocompatible, qui a des bonnes propriétés physico-chimiques et antibactériennes, ce qui en fait un métal de choix pour les implants orthopédiques et dentaires. On s'intéresse ici à ce qu'on ajoute en fait aux études qui ont précédemment été effectuées dans le domaine, c'est l'effet d'une force externe pour imiter la réalité de l'implant en bouche, puisque les études qui ont été faites dans le passé ne tenaient pas compte des forces auxquelles sont soumis les implants. Et c'est irréaliste de penser qu'un implant est statique en fait en bouche. On sait qu'il y a la force masticatoire déjà pour commencer, il y a des forces de cisaillement, des forces de tension, de pression. Et donc, je vais vous présenter un peu tout ça. On part du fait que Bello et Al, dans le laboratoire du Dr. Manchi, ont déjà démontré que le nombre d'adhésions focales et leur taille augmentent sur les surfaces qui sont nanotexturisées. Les adhésions focales sont des complexes protéiques qui vont favoriser l'adhésion de la cellule sur la surface où elle se trouve. Donc, c'est ce qui va nous indiquer un peu à quel point la cellule adhère à la surface. Puis, on s'intéresse à l'échelle nanométrique, puisque cette topographie de surface-là a déjà été prouvé que ça augmente l'ostéogenèse in vivo et l'activité cellulaire in vitro. Donc, comme je disais un peu plus tôt, l'intérêt d'ajouter une force externe, c'est vraiment pour imiter la réalité de l'implant en bouche. Pour les objectifs de notre étude, c'était d'évaluer les changements fonctionnels de la cellule adhérée sur des surfaces polies et modifiées à l'échelle nanométrique lorsqu'elle est soumise à une force externe générée par la centrifugation. Pour ce faire, pour évaluer les changements fonctionnels sur les cellules, on s'intéresse à la taille et la morphologie des cellules, de même que la quantité d'adhésion focale. Pour rentrer un peu dans l'approche expérimentale, je vous fais un résumé ici des étapes qui nous ont mené à nos conclusions. On commence avec nos disques de titane, on va les polir à l'aide du polisseur que vous voyez à gauche ici. Ensuite, une fois qu'on obtient le fini miroir qui nous intéresse, on va prendre un lot de disques qu'on va traiter à l'aide de la solution que vous voyez au milieu.
c'est fait de H2O2 et de H2SO4 dans un ratio de 50-50 pour nanotexturiser nos surfaces. En parallèle à tout ça, on va faire de la culture cellulaire pendant 24 heures dans un milieu qui est contrôlé. Les cellules qui sont cultivées sont des ostéoblastes de Calvaria de souris, des cellules de type MC3T3. Je vous explique un peu plus en détail. Donc, la culture cellulaire, le milieu contrôlé est composé de 5 de CO2 et 37 degrés Celsius. Les cellules sont mises en culture sur des disques dans des plaques de 12 puits pendant 24 heures. Par la suite, on les met dans un tube, comme vous voyez juste ici, avec un fond de résine. Et je vais vous expliquer sur la prochaine diapo. Ici, on voit bien comment les cellules sont placées sur le disque de titane. Et dans le fond, les cellules ne sont pas en contact avec la résine dans le fond. On veut que les cellules soient sur le dessus pour qu'elles puissent, qu'on n'ait pas le biais que la résine puisse détacher les cellules par le contact. On veut vraiment avoir uniquement la force externe générée par la centrifugation qui agit dessus. Je reviens ici. Donc, suite à la centrifugation de 30 minutes, une partie de nos cellules, une partie de nos disques, pardon, avec les cellules cultivées par-dessus seront centrifugées et une autre partie, qui est considérée comme étant les disques contrôle, ne sont pas centrifugés. Et avec ça, on a une partie des disques qui sont nanotexturisés et une partie des disques qui sont uniquement polis, pas nanotexturisés. Pour l'analyse de résultats, je vais vous montrer un peu plus tard les images qu'on a obtenues pour analyser qu'on a dû analyser pour arriver à des résultats. Pour parvenir à observer nos cellules, on a fait de l'observation à l'aide de 2 types de microscopes, à fluorescence et électronique à balayage. Et les cellules qui ont été en culture sur des disques ont été fixées de 2 différentes façons en fonction de l'objectif qu'on voulait, dans le fond, l'observation qu'on voulait en faire. Les disques qui ont été observés, les cellules qui ont été observées à l'aide du microscope à fluorescence ont été fixées avec du PFA à 4 et les cellules qu'on a observées avec le microscope électronique à balayage ont été fixées avec du glutaraldéhyde 2,5 %. Donc, cette diapositive, je l'ai expliquée. Maintenant, pour les résultats, je vais vous montrer un peu ce à quoi on est arrivé. D'abord, l'évaluation du nombre d'adhésions focales, FA, c'est pour adhésion focale, qu'on a observé par immunofluorescence. Donc, vous voyez ici les images à droite. Je vous explique un peu. Les images A et C sont les cellules qui ont contrôle, qu'on appelle contrôle, qui n'ont pas été centrifugées. La rangée du haut, c'est la colonne de gauche, c'est les cellules qui n'ont pas été centrifugées. La rangée du haut, c'est les cellules qui ont, en fait, c'est les disques qui n'ont pas été nanotexturisés. Donc, en gros, ici, on n'arrive pas vraiment à des conclusions marquantes, puisqu'on n'arrive pas à soulever des différences significatives entre nos images. Peut-être qu'en analysant plus d'images, on va y parvenir. En gros, je vous explique un peu ce qu'on voit sur l'image. C'est les cellules. On voit un marquage des protéines du cytosquelette qui a été fait avec, en rouge, on voit de l'actine, en vert, c'est de la vinculine, pour qu'il nous montre les adhésions focales, le remplacement. Et en bleu, c'est le noyau. Et à gauche, vous voyez le graphique, on n'a pas de résultats significatifs, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Pour l'analyse des données, ça s'est fait à l'aide du logiciel Imagy, comme, dans le fond, le logiciel, c'est un logiciel d'analyse d'images qui peut nous aider à plusieurs niveaux pour analyser plusieurs choses dans les images. Ici, on s'intéresse aux adhésions focales, donc on ordonne au logiciel de nous isoler les adhésions focales et ensuite, il va les compter, puis on en fait des moyennes et on arrive à nos conclusions. Toujours avec le logiciel Imagy, on a réussi à évaluer la taille des cellules qu'on voit juste ici. Donc, on prend, encore une fois, c'est le même modèle les images, c'est la même chose dans le fond. On a les cellules qui n'ont pas été centrifugées, celles qui l'ont été, les cellules cultivées sur le titane qui n'est pas nanotexturisé et les disques qui ont été nanotexturisés. Et encore une fois, on a une trop grande variation dans les aires mesurées, il n'y a pas de différence significative. Et le dernier lot d'images que je vous présente, c'est celui obtenu à l'aide de la microscopie électronique à balayage. On observe ici, encore une fois, c'est le même modèle de graphique, d'image que je vous présente depuis tantôt, je ne vais pas le réexpliquer. Ce qui nous intéresse ici, c'est de voir que les cellules qui n'ont pas été centrifugées, on ne voit pas vraiment de différence. Si je zoome in, vous voyez ici, il n'y a pas vraiment de différence au niveau de la morphologie des cellules.
Alors qu'ici, vous voyez les cellules après la centrifugation. C'était avant et après la centrifugation. Excusez, j'ai montré à l'envers. C'était avant et après la centrifugation. Dans le fond, vous voyez ici, les cellules ont beaucoup plus d'extension cellulaire suite à la centrifugation, ce qui signifie ce qu'on a interprété comme étant une restructuration de la membrane cellulaire en réponse à la force appliquée par la centrifugation pour que les cellules tentent d'adhérer à leur milieu un peu mieux, de s'adapter aux changements qu'on leur impose. En conclusion, comme j'ai dit un peu plus tôt, on n'arrive pas à des différences significatives entre le nombre d'adhésions focales et l'aire des cellules centrifugées. Oui. Et pour ce qui est de l'analyse de la morphologie cellulaire suite à la centrifugation, comme je viens tout juste de vous le montrer, on note un changement au niveau du positionnement des philopodes, qui sont des extensions latérales des cellules, qui leur permettent d'adhérer à leur surface. Donc, on voit donc, pour terminer, qu'il y a une possibilité de jouer sur l'activité cellulaire en modifiant les surfaces de culture, ce qui signifie qu'on pourrait moduler certaines fonctions pour faciliter la guérison des tissus, pour revenir à notre sujet final, initial en fait, qui était d'améliorer le pronostic en implantologie, en améliorant l'ostéo-intégration de l'implant. Une avenue possible pour aller plus loin serait de faire du séquençage d'ARN pour voir quels gènes sont modifiés suite à la centrifugation et voir en quoi est-ce que ça pourrait aider en implantologie. Donc, aller à la source et voir ce qu'on peut faire avec ces modifications-là. Merci beaucoup. Merci, Céline. Le plancher est ouvert à des questions. Il n'y a pas de questions dans le chat, d'accord. Il n'y a pas de questions dans le chat. Mais Nathalie Cléroux dit encore une fois, Merci beaucoup, bravo, Madame Karen, bravo. Ouais, écoute, durant ce travail-là, moi, je vais te poser une question de certaines choses qu'on n'a pas parlé. On a vu à un moment donné le stress oxydatif un peu plus tôt. On a vu le mitochondrie qui nous ont été présentés dans la première présentation. Et si je pense que tu as fait la même chose, tu as regardé ce compartiment-là également. Est-ce que tu as vu quelque chose de particulier dans le compartiment mitochondrial quand que, les cellules sont exposées à la force centrifugale? Honnêtement, j'ai pris les photos, mais je vous dirais que je n'ai pas analysé les images. Je sais qu'il y a ce dont on parlait la dernière fois, je sais qu'il y a un pattern qui revient à travers les résultats d'Analyst. Je sais qu'il y a vraiment, je pense que vous disiez, une augmentation de l'activité énergétique, de la fonction énergétique suite à la centrifugation, mais je n'ai pas eu le temps de rentrer dans ces détails-là depuis la fin du... Céline, tu as encore la clé pour le labo? Non. Tu n'as pas la clé, il va falloir s'assurer de te donner la clé à nouveau pour que tu viennes revoir la suite, non? Effectivement, il y a quelque chose qui se passe du côté énergétique et quand on centrifuge les cellules, les mitochondries ou le profil, le footprint des mitochondries est augmenté sur la surface nano, ce qui fait que ça indique que les cellules sont en train de se débattre contre la force et s'adhérer beaucoup mieux. L'histoire n'est pas complète. On aura probablement quelqu'un d'autre qui va raconter. Je pense que Danielis a passé à travers ça la semaine dernière. Donc, mais oui, il y a des choses à faire de ce côté-là. Est-ce que tu as la suite de ceci? Est-ce que tu as une suite que tu penses faire à tes expériences? Moi, pour la suite, c'est sûr que je m'intéresse beaucoup plus aux mitochondries, puisque c'est là-dessus que j'ai travaillé, puis j'ai trouvé ça vraiment le fun de voir, comme vous disiez, qu'il y a un pattern qui revient, puis qu'on va vraiment arriver à quelque chose de plus. Bon, je comprends qu'en été, peut-être que je n'ai pas pris assez d'images pour arriver à des conclusions sur l'aire des images, sur l'aire des cellules et la taille la taille des cellules. Dans le fond, les modifications suite à la centrifugation. Mais je pense que là, les mitochondries, c'est plus prometteur, je pense, pour... je ne comprends pas votre question, excusez, j'ai perdu le fil.
Donc, est-ce que tu voudrais faire d'autre pour la suite de ton projet? C'est tout. Observer. Dans le fond, là, on a uniquement soumis les cellules à la centrifugation, mais on pourrait les soumettre à d'autres forces ou une force plus importante de centrifugation, puis regarder ce que ça peut faire, les soumettre plus longtemps. Ouais, donc, tu voudrais jouer sur le temps et la force. Maintenant, est-ce que tu préfères jouer avec le temps ou la force? Je pense que jouer avec le temps, ça va être mieux, puisqu'on va aussi permettre plus de multiplication. On va peut-être voir s'il y a de la multiplication pendant ce temps-là, de la multiplication des cellules, de la division cellulaire, pendant la centrifugation. OK. Mais l'idée du projet, au départ, c'est qu'on ne voulait pas faire comme certaines personnes qui sortent le bazooka et tirent sur leurs cellules. C'est sûr qu'elles vont sauter, elles vont décoller. Le principe était d'aller avec une force qui était un peu normale ou qui peut être considérée comme relativement réaliste. OK? Et donc, en plus de ça, aller du côté du temps est intéressant parce que si tu as un implant dans la bouche, tu mastiques dessus toute la journée. On n'est pas nécessairement en train de mastiquer comme avec une force intense, mais on mastique longtemps dans une journée. On applique des forces. Tu peux grincer les dents de temps en temps quand quelqu'un te fait fâcher, mais ça, c'est une période épisodique. OK? Nancy nous pose des questions. Ah oui, bon, merci. Donc, on commence à dire nos secrets maintenant. Bon, écoute, Céline, je te remercie beaucoup pour ta présentation. Donc, pour le mot de la fin, nous espérons que ces activités répondent à vos attentes et suscitent des réflexions pour de futures réalisations et des collaborations en recherche. Je vous demanderai également de nous envoyer des suggestions de thématiques, de présentations, de conférenciers que vous souhaiteriez entendre, OK, pour nos prochains dialogues sur la recherche. Donc, il va y avoir un prochain dialogue sur la recherche quelque part au mois de février. Il va y en avoir par après également. On va vous tenir informés et on espère vous voir tous en aussi grand nombre. Donc, pour le moment, je vous souhaite une bonne fin de journée et merci à tous pour votre participation.